Aujourd'hui, c'est notre collègue, le professeur Yassine Bouroubi, donc, qui va nous présenter un résumé de certains travaux qu'il réalise dans le domaine de l'intelligence artificielle et du big data appliqué aux données d'observation de la Terre. Alors, donc, c'est un sujet qui est très d'actualité, comme vous le savez tous. Alors, Yassine a un parcours non seulement dans le secteur gouvernemental, mais également dans l'industrie privée, avant de se retrouver à l'université. Donc, ça fait quand même une bonne somme d'expérience. Alors, donc, sans trop tarder, alors je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous présenter ses différents travaux. Merci. Merci, Khalifa. Merci à tous d'être présents. Je connais la majorité d'entre vous, donc je serai un peu plus à l'aise. Donc, la présentation d'aujourd'hui concernera l'utilisation de l'intelligence artificielle et le contexte aussi de Big Data en observation de la Terre. On va voir quelques principes, mais surtout des exemples de projets qu'on réalise au département de géomatique appliquée. Grâce aussi tous ces projets-là qu'on va présenter, c'est grâce à toutes les collaborations là, qui sont présentées ici qu'on remerciera à la fin. Donc, c'est ça, on va présenter un peu les principes de la télédétection que tout le monde connaît, le contenu des images et pourquoi on passe pour l'analyse automatique des images au principe de vision par ordinateur, donc les techniques récentes d'intelligence artificielle, mais aussi la question des mégadonnées. Donc, on est dans un contexte d'abondance de données de télédétection et on va voir comment exploiter ou quelques exemples de projets pour exploiter ces mégadonnées. Donc, ça va être des exemples de projets concrets de maîtrise ou de doc qu'on réalise au département de géomatique appliquée, notamment en collaboration avec d'autres organismes. Et à la fin, je vous présenterai la plateforme GeoImageNet qui est justement une plateforme collaborative d'application des techniques d'apprentissage profond aux images satellitaires, notamment à très haute résolution spatiale. Donc, la télédétection, comme vous le savez tous, c'est une discipline scientifique, technique qui regroupe l'ensemble de connaissances et techniques utilisées pour l'observation, l'analyse, l'interprétation et la gestion de l'environnement à partir de mesures d'images et d'images obtenues à l'aide de plateformes aéroportées, spatiales ou proximales plus récemment. Donc, ça prend un capteur porté évidemment par une plateforme qui va acquérir des images qui vont être traitées pour produire l'information utile et servir à une application ou des applications. Donc, ça, c'est la configuration classique là, de la télédétection optique là, basée sur le rayonnement solaire réfléchi. Donc, les applications sont très nombreuses là, dans toutes sortes de domaines là, en lien avec les changements climatiques, les catastrophes majeures, développement durable dans le domaine agricole, l'exploitation des ressources naturelles, gestion des zones urbaines. Et dans tous les cas, donc, c'est le rayonnement électromagnétique là, qui est le vecteur de l'information dans différentes longueurs d'onde et avec différents types de capteurs actifs, passifs, etc. En télédétection, l'information de base qui est utilisée, c'est la signature spectrale, en fait. C'est la signature spectrale. Et beaucoup d'algorithmes de télédétection classiques sont basés justement sur l'exploitation de la variation de la signature spectrale pour différents matériaux afin de les identifier ou de les caractériser. Donc, les capteurs de télédétection sont souvent des capteurs avec plusieurs bandes spectrales. Mais il y a aussi autre chose, là, un contenu dans les images qui n'est pas, qui dépasse les signatures spectrales. Donc, c'est le contenu visuel. Généralement, en photointerprétation, on se base sur l'interprétation de variations de certaines propriétés, qu'on appelle aussi des stimuli visuels, dans les images pour l'identification, mais aussi la déduction. Donc, ça prend une certaine expérience, une certaine expertise de la part du photointerprète pour pouvoir interpréter donc, le contenu de l'image qui est à la base, mettons, la teinte de gris, les couleurs ou signatures spectrales de manière générale, la taille, la forme des objets, leur texture, des patrons, etc., qui sont généralement des éléments relativement faciles à extraire avec les algorithmes d'analyse automatique des images, les algorithmes classiques.
Donc, ils sont généralement pensés pour reproduire le raisonnement du photointerprète. Par contre, des éléments très importants qui sont les associations ou les éléments contextuels, donc les propriétés des sites, etc., sont beaucoup plus difficiles à extraire à l'aide des algorithmes traditionnels, donc qui sont basés sur les indices spectraux, les techniques de filtrage, classification par pixel ou par objet, etc. Donc, par exemple, un photointerprète va se baser sur des clés d'interprétation. Par exemple, pour distinguer une habitation de type unifamilial ou multifamilial. Donc, il y a des descripteurs tout simplement sur lesquels le photointerprète se forme. Donc, il y a un apprentissage. Donc, il faut noter ici le terme apprentissage. Donc, apprentissage pour l'humain afin de distinguer ou d'interpréter les détails sur une image, notamment à très haute résolution spatiale. Donc, le même principe de clé d'interprétation ici s'applique à toutes sortes d'objets sur l'image, donc des bâtiments de type commerce, des usines, des équipements collectifs, etc. etc. Donc, clé d'interprétation, c'est très important, qui sont des propriétés notamment d'association entre les objets sur l'image. Maintenant, les algorithmes de traitement d'image classiques, les approches classiques, qui s'appliquent très bien là, sur les images comme Landsat, qui sont basées donc sur les signatures spectrales, ne permettent pas d'exploiter les images à très haute résolution spatiale à leur plein potentiel. Donc, les données de télédétection ont beaucoup évolué, notamment en termes de résolution spatiale. Donc, la très haute résolution de l'ordre de 30, 50 cm, donc en bas du mètre, on parle de très haute résolution. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'ultra haute résolution, donc à partir d'acquisition de drones ou d'autres plateformes proximales. Donc, on peut avoir des images centimétriques pour lesquelles les algorithmes classiques de télédétection ne s'appliquent pas, donc ne permettent pas d'extraire le plein ou d'exploiter le plein potentiel de ces images, notamment en lien avec leur incapacité de décrire l'information contextuelle qui est très riche, donc très informative dans les images à très haute résolution spatiale. Donc ici, est-ce qu'on peut identifier la vocation de ces bâtiments-là, dire que ça, c'est une école, ça, c'est un centre commercial, ça, c'est un lieu de culte, ça, c'est un hôpital. Ben, avec les algorithmes ou la télédétection classique, on ne peut pas. Par contre, un photointerprète, pour lui, c'est très facile d'identifier ce genre de bâtiment. Mais un projet de photointerprétation, généralement, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, alors qu'en télédétection, on veut faire des choses en quelques heures. Donc, c'est un peu d'où vient le besoin d'aller plus loin ou d'utiliser la vision par ordinateur afin d'exploiter les images à très haute résolution. Même chose ici pour des images, mettons, acquises par drone sur de la végétation, dans un but, par exemple, d'identifier les maladies, de faire du dépistage automatisé. Est-ce que la télédétection traditionnelle, les algorithmes classiques, est-ce qu'ils permettent d'identifier les maladies qui sont ici? Non. Alors que un dépisteur, un spécialiste en dépistage peut dire ça c'est telle maladie, telle culture, etc. très facilement. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin dans nos applications de télédétection à partir des nouvelles techniques là, de vision par ordinateur? C'est un peu ça que ouvre les questions que ouvre ce genre de problématiques. Même chose ici, donc tout le monde connaît Google Street View, c'est des images qui sont disponibles partout dans le monde, accessibles, et pourquoi ne pas essayer de les exploiter? Donc, encore une fois, la télédétection classique ne permet pas de le faire, alors qu'un humain ou presque n'importe quelle personne peut identifier les objets qu'on voit sur une image de Google Street View. D'où ce qu'on dit ici, là, la vision artificielle ou la vision par ordinateur peut apporter des choses très intéressantes à la rescousse, mettons, des limites
des algorithmes de traitement d'image classiques. Donc, la raison, c'est que l'apprentissage machine ou la vision par ordinateur a beaucoup évolué depuis notamment 2013 grâce au réseau de neurones profonds. Donc, un réseau de neurones, c'est tout simplement un ensemble de fonctions mathématiques simples, mais organisées en forme de réseau qui donne un modèle avec des milliers de paramètres, donc capable généralement de modéliser n'importe quel problème qui soit modélisable. Donc, trouver n'importe quelle relation, à condition évidemment que cette relation existe. Donc, cette approche d'apprentissage profond a vu le jour là, dans le cadre du concours de traitement d'images, ILS-VRC. Donc, c'est une compétition annuelle de traitement d'images grâce au set de données ImageNet. Donc, actuellement, je pense qu'ils sont à 16 millions d'images annotées, 1 millier de classes et plusieurs millions d'exemples par classe. Pourquoi on a besoin de tout ça, d'autant d'images annotées? Parce que le modèle pour reconnaître ces images-là est basé sur des milliers de paramètres lui aussi. Donc, pour ne pas faire du surapprentissage, on a besoin d'assez de données d'entraînement pour un modèle qui est aussi complexe, donc basé sur des milliers de paramètres. Donc, ça prend beaucoup d'images pour entraîner ce genre de modèle d'apprentissage profond. Donc, un réseau de neurones comme ça s'applique généralement de manière classique pour relier des inputs à des outputs, mais lorsqu'on a une image, on a besoin d'alimenter ce réseau de neurones-là à partir de propriétés extraites sur l'image, par exemple, à l'aide d'un banc de filtre. Donc, imaginez, d'où le nom ici de réseau de neurones convolutifs. Imaginez donc une fenêtre de convolution qui balaye l'ensemble de l'image à différentes résolutions et qui extrait certaines propriétés, par exemple les lignes, les contours, etc., à différentes résolutions. Et toutes ces propriétés-là, ces informations-là, on peut les utiliser comme entrée à un réseau de neurones qui apprend à reconnaître la combinaison de ces propriétés extraites par convolution à partir de l'image. On peut donc essayer de simplifier progressivement ou faire du pooling, donc une sorte de synthèse, faire une sorte de synthèse des informations extraites afin de réduire le nombre d'inputs ici au réseau de neurones qui va identifier les propriétés de l'image. Donc, ça permet d'alléger le réseau ou l'architecture et de la simplifier. Donc, tout ça pour identifier une image, par exemple. Pour dire que ça, c'est une école, on a besoin d'identifier le bâtiment, d'identifier la cour ou les propriétés de ce qui entoure le bâtiment. Si c'est un centre commercial, ça va être des petites voitures là, dans le stationnement. Une usine, ça va être plutôt des camions, etc. Donc, toutes ces propriétés-là vont se retrouver à l'entrée du réseau de neurones à l'aide du banc de filtre qui va extraire les associations entre les différents objets de l'image et l'interprétation, donc les poids du réseau de neurones par entraînement vont établir la relation entre l'image et l'étiquette. Donc, par exemple, dire que ça, c'est une école, telle affaire, c'est tel type de bâtiment, etc., etc. Donc, ce principe-là nous a amené à différentes architectures, certaines très complexes, d'autres plus ou moins intuitives, etc. Donc, toutes ces architectures-là ont principalement 3 tâches. Donc, la classification d'images, classification pas au sens de la télédétection, mais au sens de la vision par ordinateur. Donc, dire que ça, c'est une école, c'est une classification. Donc, une image, une classe. Mais il y a aussi la détection d'objets. Donc, à l'intérieur d'une image, on peut avoir une façon, ça peut être aussi un réseau de neurones, qui va essayer de détecter des objets qui sont candidats à être identifiés, à constituer des objets intéressants. Et un autre réseau de classification va dire que ça, c'est tel type d'objet, c'est une voiture, un avion, une école, un camion, etc. Et il y a aussi les réseaux ou les architectures de segmentation sémantique qui, elles,
vont associer chaque pixel de l'image à une étiquette. Donc ici, on va identifier le bâtiment, donc il faut évidemment la noter correctement, et on va identifier le bâtiment comme étant une école plutôt que l'image en entier, là. Et c'est valable pour n'importe quel type, évidemment, d'objet pour lesquels on a des exemples pour entraîner l'architecture. Bon, pour appliquer ces principes-là de vision par ordinateur aux images de télédétection, il y a plusieurs défis qui se posent. Donc, l'adaptation des réseaux existants qui sont généralement entraînés sur les images génériques, les images générales, aux images de télédétection, nécessite au moins un réentraînement sur des données annotées de taille suffisante. Mais on peut également avoir besoin de développer de nouvelles architectures, notamment pour intégrer des images multispectrales, donc avec plus que juste 3 bandes. Ben, c'est ça l'intérêt de la télédétection, c'est d'exploiter différentes bandes spectrales, mais aussi peut-être des images hyperspectrales aussi, des images radar, des lidars, donc ponctuelles. Et donc, on peut imaginer toutes sortes de données qui ne sont pas ou qui ont besoin d'être pour lesquelles il faut adapter ou développer de nouvelles architectures par rapport à ce qui est développé pour les images génériques. Et il y a également la question des fenêtres et des échelles, donc la taille des fenêtres d'analyse, les échelles des différents objets, une voiture versus un bâtiment sur la même image, on aimerait bien détecter le tout d'une seule passe, et les échelles des objets sont très différents, et c'est aussi des défis d'application de l'apprentissage profond pour l'observation de la Terre. Donc, un des facteurs limitants, c'est la disponibilité de grands ensembles de données à noter pour entraîner ou pour même faire du fine-tuning des réseaux existants. Donc, ça prend des données avec suffisamment de classes et suffisamment d'instances par classe pour entraîner ou affiner l'entraînement d'une architecture existante, d'un modèle d'apprentissage existant. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, plusieurs initiatives à travers le monde afin de créer ce genre de base de données d'entraînement, notamment celle dont on va parler tantôt, le GeoImageNet, qui est une plateforme de recherche collaborative qu'on a développée donc, à l'Université de Sherbrooke avec l'aide du CRIM et des FIGIS pour constituer justement une base de données annotées, d'images annotées, pour différentes classes d'objets ou d'occupation du sol qu'on va voir tantôt. L'autre question, l'autre problématique, c'est les mégadonnées d'observation de la Terre. Donc, avec la prolifération des capteurs, donc on est passé d'un contexte de rareté des données. Je me souviens, en 2003, on était très content si on avait une image, mettons, sur une culture en été. On voulait faire du suivi des cultures, puis on arrivait à avoir, si on avait 2 images acquises en été de Landsat, on était très content, alors que là, on peut avoir quasiment des images à chaque jour, grâce notamment à la constellation planète, au principe de constellation. Mais les mégadonnées dotées sont surtout issues des données gratuites. Donc, comme les Sentinel-2 ou les Landsat, surtout les Sentinel-2 avec une revisite de 5 jours, donc, et gratuite, disponible de manière ouverte. Donc, c'est essentiellement ce qui a créé l'abondance des données d'observation de la Terre. Donc, si on veut réaliser un projet, on a une aire d'intérêt, on a une période d'intérêt. Ce n'est pas une image là qu'on va trouver, mais ça peut être même des dizaines d'images. Et il faut trouver un moyen d'exploiter ces images-là de manière optimale. Donc, c'est ça. L'abondance des données vient de la multiplication des capteurs. Ça, c'est des exemples de liens pour accéder aux données gratuites. Donc, essentiellement, les Landsat et les Sentinelles pour les résolutions qu'on utilise d'habitude en observation de la Terre. Bon, il y a évidemment MODIS, Sentinel-3, etc. Mais c'est moins populaire là, donc, versus les 10 mètres là, de Sentinel-2 avec la revisite de 5 jours. Donc ici, pour la revisite est très importante
pour voir la contribution ou la quantité de données qu'offre chacun des capteurs ici. Et il y a évidemment les capteurs commerciaux qui ont des capacités d'acquisition quotidienne également, à cause que c'est des capteurs, des satellites agiles, donc qui peuvent dépointer, qui peuvent voir le même lieu quasiment chaque jour. Donc, vous avez ici des exemples aussi de sites qui montrent les images ou les archives d'images commerciales acquises. Pourquoi on parle d'images commerciales? Parce que la très haute résolution spatiale, généralement, c'est les satellites commerciaux là, qui les offrent. Donc ça, c'est un peu une projection là, sur l'utilisation ou le marché de l'observation de la Terre dans les prochaines années. Donc, on voit que la progression tend plus à être vers une exponentielle que vers une progression linéaire. On va montrer quelques exemples donc, de projets réalisés au département de géomatique appliquée. Mais avant, là, je vais aussi parler de projets que j'avais réalisés avant, principalement quand j'étais à FIGIS. Et c'est sûr que au cours des dernières années, il y a eu quasiment une explosion là, des applications d'intelligence artificielle et des mégadonnées d'observation de la Terre donc, en télédétection. Et la littérature évolue très vite, donc il faut vraiment suivre quasiment quotidiennement là, pour rester au courant de ce qui se fait. Donc, exemple, on va commencer par des exemples d'applications d'apprentissage profond en observation de la Terre, surtout pour les images de très haute résolution spatiale. Donc, ici, notre première expérience avec l'observation, avec l'apprentissage profond, vient d'un projet de collaboration avec le CRIM, donc avec l'équipe de Samuel Fouché, pour la détection des voitures sur une image Pléiade 50 cm. Donc, le taux de succès était de quasiment 99%, donc c'était déjà, j'allais dire un choc, là, mais en tout cas une découverte du potentiel d'une méthode là pour l'exploitation des images à très haute résolution spatiale, chose que on ne peut pas faire ici avec les méthodes traditionnelles, même pas avec les classifications orientées objets, mais il n'y a aucune méthode de télédétection classique qui permettrait d'aller atteindre ces taux de succès. On est habitué en télédétection à des taux de succès de l'ordre de 80-85%. Là, on est très content lorsqu'on a ces taux de succès, alors que obtenir un 99%, c'était quand même quelque chose de très spectaculaire. Par la suite, on avait essayé, lors des incendies de Fort McMurray de 2016, d'identifier les bâtiments détruits, ceux qui étaient restés intacts et ceux qui étaient un peu entre les deux, là, suspects. Et les taux de succès par rapport, dans le cas de la photo-interprétation, approchaient également les 99%. Donc, c'était encore une fois spectaculaire là, comme résultat. Et c'est là qu'on s'est dit, ça ne se peut pas, il faut absolument appliquer ces techniques-là pour les images très haute résolution. C'est les techniques qu'il faut utiliser pour exploiter les images à très haute résolution. Ensuite, il y a eu un appel de projet de la Banque mondiale pour la détection, la caractérisation en fait, l'estimation plutôt du potentiel photovoltaïque sur les toits des bâtiments. Et on a utilisé donc les techniques d'apprentissage profond pour identifier le type de toit et ensuite calculer la superficie utile là, pour mettre des panneaux solaires. Donc, ça, une image, je pense que c'était à peu près de l'ordre de 15 000 $, a suffi pour couvrir une ville avec 2 millions de toits. Donc, c'est quand même, si on devait faire ça par LIDAR, là, en fait, les techniques les plus avancées pour cette application-là de potentiel photovoltaïque des bâtiments se basent sur les LIDAR et le coût de la technique qu'on a développée ici, c'est une fraction là, par rapport à l'utilisation du LIDAR. Donc, ici, on a commencé par
identifier les bâtiments, par exemple par une classification orientée objet basée sur aussi le modèle numérique de surface. Mais pour caractériser le bâtiment, le seul moyen, c'était d'utiliser de l'apprentissage profond et d'associer ensuite chaque type de toit à une superficie ou à une façon de calculer la superficie utile. Et ça a permis donc de cartographier le potentiel photovoltaïque sur des toits de bâtiments là, pour toute une ville et ensuite extrapoler à l'ensemble du pays. Autre projet ici, quand j'étais à FIJ, c'est un PDAOT qu'on appelait DeepSat, donc pour les systèmes aéroportés téléguidés, donc bref, les images de drones qu'on exploite pour le dépistage des maladies des cultures, donc de manière automatisée. Donc, ça prend d'acquérir des images à très haute résolution spatiale, donc à peu près 1 millimètre. Par exemple, la culture qu'on avait ciblée, c'était la vigne. Et on a annoté des maladies, donc par exemple le mildiou ici, et un réseau de neurones permettait tout simplement d'identifier les différents types de symptômes, maladies ou ravages. Et les taux de succès étaient quand même très intéressants, donc ça permettait à l'échelle d'une parcelle d'identifier les zones qui sont les plus suspectes, où par exemple le producteur peut aller faire un dépistage plus précis ou moduler donc l'application des pesticides. Même chose pour les mauvaises herbes. Donc, des tests similaires ont montré que ces réseaux de neurones ou l'apprentissage profond permet d'identifier très, très clairement les cultures versus les mauvaises herbes à cause de la forme des feuilles, chose que les signatures spectrales ne peuvent pas, ne permettront jamais de faire, là, parce que une feuille verte, ça ressemble à une autre feuille verte, puis ce n'est pas la couleur ou la signature spectrale qui va les distinguer. Là, ensuite, là, je vais parler des projets qui sont en cours présentement, donc des projets au département de géomatique appliquée. Par exemple, Étienne Lausier-Hudon réalise sa maîtrise sur l'adaptation de domaines qui permet de profiter d'annotations ici réalisées sur des images Urdu 3, 30 cm de résolution. Donc, profiter, parce qu'on a besoin de données à noter, chose qu'on n'a pas forcément là, pour les images qu'on a ici sur GeoImageNet. Donc, je vais en parler en détail tantôt. Des images Pléiades à 50 cm. Et on peut utiliser donc les annotations existantes réalisées sur un autre type d'image, d'autres zones géographiques, pour établir un lien entre les données annotées de la source par rapport à la cible, qui sont nos images Pléiades acquises pour les villes canadiennes. Donc, les tests ont été réalisés par Étienne sur les voitures et les avions. Et les taux de succès sont très intéressants. Donc, si on prend, par exemple, un réseau entraîné sur des images Urdu 3, 30 cm, et qu'on l'applique directement aux images Pléiades 50 cm, le taux de succès serait de 64%. Si on fait une adaptation de domaine, on peut atteindre des taux de succès beaucoup plus élevés, même plus élevés qu'un fine-tuning classique qui, évidemment, permet d'améliorer la résolution. Donc, ici, c'est un autre projet d'aide au recensement de population. Le projet s'applique au Soudan, mais il pourrait s'appliquer n'importe où aussi. En établissant une relation entre les maisons ou les bâtiments détectés sur une image très haute résolution spatiale. Ici, on a utilisé une Digital Globe parce que une QuickBird, pardon. Une QuickBird parce que on a un recensement qui date de 2008. Donc, on a la taille de population en 2008 et on veut établir un lien avec les maisons qui sont observées en 2008 sur une image très haute résolution. Donc, ça prend quoi? Ça prend d'annoter les maisons, ou pas les bâtiments, mais plutôt les maisons ici, selon une taxonomie qui est dictée par le questionnaire, donc ici par la base de données de recensement, et évidemment ce qu'on voit sur l'image. Et un réseau de détection d'objets va nous permettre de
identifier les types de maisons et d'établir ensuite un lien statistique avec la taille de population et extrapoler. Le but, là, c'est d'extrapoler vers 2020 et de guider aussi un scénario d'échantillonnage pour le prochain recensement parce que le pays ici n'a pas les moyens de faire un recensement complet comme celui de 2008. Un autre projet, celui de Samuel de la Sablonnière, donc un projet de maîtrise qui consiste, lui, à faire le suivi des bandes riveraines en milieu agricole par application des réseaux de neurones aux images satellites. Donc, il y a la qualité des bandes riveraines qui sont définies en fonction de ce qu'il y a autour, là, les différentes classes de ce qu'il y a autour. Il y a aussi la largeur. Et on essaie d'établir un lien entre ce qu'on voit sur une image très haute résolution, par exemple une Pléiade avec un réseau de neurones. On essaie d'estimer directement l'UQBR sans même avoir à cartographier ici ce qu'il y a autour des bandes riveraines. Mais on peut également chercher à identifier la largeur, donc directement sur les images. On a une base de données évidemment à noter. Donc, on a une grosse base de données avec l'information sur la largeur et les images. Et on voit ici que autant la largeur que l'UQBR sont estimés directement là, avec un réseau convolutif, directement sur l'image, sans même la cartographie de ce qu'il y a autour. Chose qu'on va faire, en fait, on va faire la cartographie parce que Samuel a réussi à avancer très vite et à établir ces relations-là. Donc, il veut aller plus loin et faire donc une segmentation des classes qui entourent les bandes riveraines pour calculer l'UQBR de manière classique. Autre application, maîtrise, donc projet de maîtrise de Rémi Tavon. Ici, ça consiste à détecter les défauts dans les trottoirs pour les problèmes de mobilité réduite. Donc, on utilise pour ça les images de Google Street View pour identifier les trottoirs et les caractériser. Donc, essayer d'identifier les problèmes ici, les fissures. On applique ça à Sherbrooke, donc une partie de la ville de Sherbrooke. Les images sont téléchargées automatiquement, donc il y a des API pour télécharger les images. Et on fait la segmentation avec un DeepLab V3 qui appliqué sur Cityscape donne d'excellents résultats pour identifier les routes, les trottoirs, les bâtiments, etc. Ça a beaucoup de classes. Nous, on s'intéresse uniquement aux trottoirs. Donc, le taux de succès pour la détection des trottoirs est très élevé. Donc, on détecte très efficacement les trottoirs, même lorsque ce n'est pas évident. Évidemment, il y a eu un fine-tuning là sur les images de Sherbrooke qui a permis d'avoir ces taux de succès-là. Et par contre, l'identification des fissures, des problèmes, lui, il y a beaucoup de faux positifs, mais qu'on peut comprendre, là, qui peuvent peut-être être réduits. Mais bon, on arrive quand même à identifier les principaux vrais positifs, même s'il y a beaucoup de faux positifs aussi. Donc, autre projet, ça c'est le projet de maîtrise de Mathieu Saint-Laurent, qui consiste à faire du dépistage des cultures maraîchères. Bon, avec Phytodata, donc on a identifié que les cultures qui se prêtent à ce genre de dépistage donc visuel, d'autres cultures comme la laitue, ça prend un dépistage destructif, donc il faut couper la pomme de laitue pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour certaines cultures, on peut utiliser des images proximales pour identifier les maladies. Donc, ça, c'est à l'aide d'un réseau de segmentation, par exemple Mask RCNN, c'est ce que Mathieu utilise. On peut identifier les taches de botrytis. Donc, on peut imaginer une caméra sur un tracteur là, qui parcourt le champ de manière routinière et qui identifie toutes sortes de symptômes là, auxquels on s'intéresse pour les différentes cultures. Mathieu Turgeon-Pelchat réalise sa maîtrise sur l'analyse des images, pas des images, mais des données LIDAR, donc, qui peuvent être utilisées aussi pour la cartographie d'occupation du sol, pas juste pour la production de modèles numériques d'élévation. Donc, ça prend des réseaux qui sont adaptés aux nuages de points et qui sont inspirés, par exemple, de réseaux de convolution d'images classiques. Un ConvPoint, c'est un des réseaux que Mathieu a testé et les taux de succès sont hyper intéressants, notamment pour certaines classes d'intérêt comme le bâtiment. On peut imaginer que la végétation, même si on n'a pas de
de succès très élevé pour la végétation. Ben, les méthodes classiques, là, un indice de végétation donne des résultats quasiment, en tout cas, des résultats très supérieurs à 100. Et donc, il faut savoir où appliquer c'est-à-dire comment valoriser les types de données versus d'autres, certains types de données versus d'autres. Donc, des problèmes simples pour la télédétection classique, qui est l'identification de la végétation, d'accord, sont beaucoup plus complexes pour des données LIDAR, alors que des questions d'identification de bâtiments qui sont très difficiles là, sur les données images ont un succès très élevé pour les données LIDAR. Donc, il faut savoir où utiliser les données et les différentes techniques et comment les valoriser et exploiter la complémentarité des différentes données de télédétection. Donc, ça, c'est un autre exemple des résultats du projet de Mathieu Turgeon-Pelchon. Des exemples de projets d'utilisation des mégadonnées d'observation de la Terre et aussi combinés parfois avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un exemple de projet basé sur la polarimétrie radar, donc avec les données RadarSat-2, pour cartographier les milieux naturels, donc faire forêt et milieux humides, donc 4 sites d'intérêt à travers le Canada. Et ça, c'est juste pour dire que un simple projet, ça c'est un projet qu'on avait initié en 2014-2015, donc mène à une quantité incroyable d'images qu'on pouvait utiliser. Ça, c'est uniquement les images RadarSat-2. Donc, on a également ajouté les images Landsat et pour mieux cartographier ici ces milieux naturels, on avait besoin au moins de 3 images par année. Donc, une image au printemps, une image en été, une image en automne, mais il y a aussi beaucoup plus d'images là si on avait les moyens de les utiliser efficacement. Bref, tout ça, donc ça a mené à une cartographie et aussi une détection de changements pour les différents sites d'études là qui ont été analysés dans ce projet-là qu'on a appelé Cartopole. Un autre projet également qu'on a initié quand j'étais à FIJ, ça concerne l'utilisation des mégadonnées d'observation de la Terre. Bon, on va voir ça veut dire quoi. Ici, pour la cartographie des sols agricoles. Donc, la cartographie numérique basée sur les images de télédétection des sols agricoles, les méthodes, c'est-à-dire l'état de l'art jusqu'à 2014-2013, recommandait l'utilisation de 2 images, une avec une humidité relativement élevée, l'autre avec un niveau d'humidité relativement faible. Donc, il faut choisir les dates d'acquisition. Et on utilise des indices spectraux pour classifier les types d'images. Et on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser toutes les images disponibles? On a des sites d'entraînement, donc des points d'échantillonnage réalisés par Culture Canada et l'IRDA. Et ces points d'échantillonnage peuvent être exploités tout simplement pour entraîner un classificateur qui va utiliser toutes les images qu'on peut trouver. Donc, imaginez ici le site d'intérêt, donc Montérégie, et la période d'intérêt. Regardez toutes les images qu'on a trouvées qui peuvent être exploitées pour la cartographie des sols. Ben, pourquoi ne pas utiliser toutes ces images-là? Et ça a permis donc de produire une carte pour laquelle la validation a montré qu'elle était meilleure que la carte au 20 millième qui existe actuellement. Donc le projet a été poursuivi par Guillaume Leclerc, par Benjamin Sears-Mengai. Je vais présenter son projet tantôt. Un autre projet également initié quand j'étais à FIJIS concerne la détection ou le suivi de la bathymétrie, détection des changements de bathymétrie sur les séries temporelles. Donc ici, on a un certain nombre de sites d'intérêt pour lesquels garder les images qu'on a pu trouver. Donc, parce que les changements, il faut regarder relativement loin là, pour voir des changements de bathymétrie. Donc, on a pris à partir des Landsat 5, 7, 8 et les Sentinel-2 et des séries temporelles de plusieurs dizaines d'images sont constituées afin d'analyser les changements. On va voir comment Guillaume Leclerc a réalisé par la suite son projet de maîtrise sur cette thématique-là.
Un autre projet réalisé par Mansour donc, dans le cadre de sa maîtrise, ça c'est le même projet de recensement de population au Soudan, mais cette fois-ci c'est pour le suivi des déplacements de population, mais à l'échelle du pays, donc avec les images haute résolution plutôt que très haute résolution, là, les Cuckbird là, dont on parlait tantôt. Donc ici on a le recensement de 2008, donc on a des zones qui peuvent permettre d'entraîner un modèle de classification, donc évidemment sur les images de 2008, et ensuite l'extrapoler vers 2020 ou faire un suivi de 2008 jusqu'à 2020, soit avec des images Landsat, mettons à l'échelle du pays, soit avec des images Sentinel-2, si on veut focuser sur des zones de déplacement plus importantes, parce que c'est plus lourd là, utiliser les images Sentinel-2 pour l'ensemble du pays, en tout cas, c'est moins utile. Là, elle se prête plus à une échelle de travail un peu plus fine là, à cause de la taille du pixel, à cause de la résolution. Donc, on peut imaginer par exemple des images, une série aux 2 ans, là, de 2008 jusqu'à 2020, de Sentinelle pour l'ensemble du pays. Une série plus récente, plus concentrée sur les déplacements de population qui sont observés sur la Landsat, donc une série de Sentinelle-2 2015 à 2020 avec plusieurs images par année, et le tout exploité avec une architecture qui combine l'information spatiale et l'information temporelle, donc des CNN, des RNN. Exemple, la TAMP CNN, c'est une des architectures là, qui permet ou qui se prête très bien à ce genre d'analyse. Donc, c'est un projet qui est en cours. Et ensuite, on peut établir une relation entre le bâti et la population pour estimer les déplacements de population. Autre projet, donc c'est ça, c'est le projet de cartographie des sols agricoles, donc repris par Benjamin Mengai Sears, lui. Donc, au lieu de télécharger ces images-là, donc il a, le but là, c'est d'établir un lien entre la texture du sol et ce qu'on voit sur les images à travers différents indices spectraux, mettons ceux qui sont recommandés par la littérature. Donc, lui, il a utilisé Google Earth Engine, donc avec un script. Donc, le projet se limite tout simplement à un fichier, un script comme ça de quelques kilooctets qui, lui, va aller sur des disques nuagiques, donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit. On accède aux images, on fait l'entraînement par rapport aux données ici d'échantillonnage de sol in situ et on établit la relation et on établit la carte des sols. Donc, c'est ça, on génère les indices spectraux pour les différentes images et on établit tout simplement où on produit une cartographie des sols agricoles à l'aide, sans rien télécharger, à l'aide d'un script, tout simplement. Tout son script est disponible sur son essai de maîtrise. Là, vous pouvez noter le nom ici de l'étudiant. Et vous avez donc en annexe tout son script là, qui permet de faire tout ça. Même chose ici, donc Guillaume Leclerc a travaillé sur la détection des changements de bathymétrie. Il a utilisé essentiellement la série Sentinel-2. Il s'est concentré sur les Sentinel-2. Et on utilise donc l'indice spectral qui est le mieux relié à la profondeur ici de l'eau. Donc, c'est le logarithme de la réflectance du bleu sur le logarithme de la réflectance du vert. Donc, le rapport permet de réduire l'effet de l'albédo et donc, c'est l'indice le mieux relié à la profondeur. Donc, une série temporelle est établie. Donc, ça, c'est toutes les images, les Sentinel-2 qui ont été trouvées, donc qui ont été utilisées pour la zone d'intérêt. Une normalisation ici permet de ramener, donc d'utiliser les zones peu profondes, les zones profondes comme référence, de dire, bon, on prend une valeur unique d'indice pour ces zones de référence et on regarde les pixels, comment évoluent les pixels, mettons, entre ces deux zones-là. On peut dire qu'ici, on prend un indice. Pourquoi? Parce que l'indice est très variable d'une date à l'autre. Donc, imaginez, on a une série ici de 37 images. Donc, regardez cette variabilité, c'est quasiment impossible
de voir, d'identifier les changements dans toute cette cacophonie. L'idée, c'était de regarder qu'est-ce qui se passe entre deux niveaux ici, peu profond et profond, et voir les pixels, comment évoluent les pixels dans la série temporelle. Donc, c'est cette normalisation qui a permis de calculer, par exemple, des pentes, ici, sur des périodes, des pentes, et d'afficher ces pentes-là et de constater qu'effectivement, les changements, en tout cas, une validation visuelle a permis de voir que les changements identifiés correspondent à des vrais changements. Donc, tout ça se fait à l'aide d'un petit script. Bon, j'allais petit en termes de taille de fichier. Donc, un fichier à 6 kilooctets permet de faire, là, si on faisait ça de manière traditionnelle, il faudrait des gigs d'images, 37 images Sentinel-2. Donc, analyser manuellement, là, ça prendrait beaucoup plus de temps que d'établir un script qui fait ça de manière automatisée. Donc, autre projet ici concerne le suivi des cultures, donc pour l'optimisation de la fertilisation azotée. Ici, traditionnellement, on regarde l'image d'un champ et on dit, bon, les zones où la croissance est faible sont probablement associées à des carences nutritives, alors que observer une série temporelle, donc une courbe de croissance, voire une courbe de croissance, et probablement, donc on n'a pas encore démontré ça, mais probablement mieux pour identifier les carences en azote. Pourquoi? Parce que l'absorption de l'azote se manifeste dans une certaine période ici. Le pourcentage d'accumulation de l'azote dans les plantes sont plus élevés dans une certaine période où la plante commence à grandir et à pomper, à avoir besoin d'azote. Et donc, les zones ici, donc s'il y a une croissance faible ici, ce n'est probablement pas dû à la fertilité, c'est d'autres problèmes, par exemple la compaction, etc. Alors que si la croissance est bonne au début et donc si on a une chute de croissance ici, on peut relier ça à un problème, à une carence nutritive. Donc, ça, c'est les images que NADA a pu identifier. Donc, les PlanetScope, il y a une soixantaine de PlanetScope, alors que les Sentinel-2, on a à peine 7-8 d'exploitables. Mais évidemment, les planètes, elles sont connues pour leur instabilité radiométrique, donc il va falloir les recalibrer pour pouvoir enlever ce bruit et les exploiter correctement. Donc, autre projet ici, un projet doctoral de Guy Armel, concerne la cartographie du potentiel apicole. Donc, il faut identifier les paramètres. Bon, le projet consiste à mettre sur pied une sorte d'apiculture de précision qui ressemble ou qui respecte les principes de l'agriculture de précision en termes d'objectifs économiques, écologiques et même sociaux. Donc, il faut identifier les facteurs importants pour l'apiculture et essayer de les générer par des données d'observation de la Terre, notamment l'occupation du sol, mais dynamique. Donc, on essaie de cartographier la dynamique d'occupation du sol parce qu'elle a un impact important sur l'activité apicole, mais aussi l'abondance et la diversité florale, donc la quantité de fleurs dans une région et leur diversité. Ça prend des séries temporelles plus fréquentes et avec des résolutions plus fines. C'est les PlanetScope qui peuvent servir à ça. Et comme on n'a pas d'entraînement, on va utiliser des méthodes de clustering non supervisées pour essayer de caractériser ces zones-là. Évidemment, ça prend de la validation. On va utiliser des images de drones en collaboration avec le CRESA, donc Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, et aussi avec un spécialiste là, de la question de l'Université de Montréal, là, Étienne Laliberté. C'est ça. Donc, par la suite, on va établir un lien entre les variables explicatives et le potentiel apicole, donc soit le poids de miel de chaque rucher, soit la santé des ruchers, etc. Donc, ici, le plan de travail ou la méthodologie de Guy est la suivante. Et ce qui est le plus intéressant, c'est la partie ici, là, la partie d'utilisation des planètes pour la cartographie de l'abondance et de la diversité florale
à l'aide de réseaux de neurones, tout simplement, qui combinent l'information spatiale et l'information temporelle. Par exemple, dans temps temporel CNN, c'est une architecture qui se prête bien à ce genre d'exercice et c'est un projet en cours, donc on n'a pas encore des résultats. Autre projet doctoral de Saïd, lui concerne la modélisation de la réflectance bidirectionnelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que avec justement ce contexte de big data, on a vu qu'on devait utiliser ou qu'on avait l'opportunité d'utiliser plusieurs images dans une série temporelle, mais ces images-là, évidemment, elles sont acquises avec des géométries ou des conditions d'éclairement et d'observation différentes, variables. Donc, comme on a l'habitude de normaliser ou de faire des corrections radiométriques, donc les gains, etc., des capteurs, des corrections atmosphériques, des corrections topographiques, etc., je pense qu'on doit également faire attention à la réflectance bidirectionnelle et on doit normaliser ou standardiser la série temporelle ici à une direction d'éclairement et une direction d'observation standard. Donc, imaginez si on pouvait ramener toutes les images à une acquisition, par exemple, avec un éclairement à 45 degrés et une observation du navire. Donc, c'est ça. L'objectif de ce projet, c'est de développer un modèle de normalisation des séries temporelles par rapport à la réflectance bidirectionnelle. Donc, il y a plusieurs capteurs qui peuvent être utilisés pour cet exercice-là. Et l'accès à ces capteurs-là, il y a tellement d'images qu'on ne peut pas télécharger, on ne peut rien télécharger tout simplement. On va accéder sur les disques nuagiques, par exemple, de Google Earth Engine, pour faire tous ces traitements-là, tout simplement. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Puisqu'on a des modèles d'apprentissage profond à entraîner, puisque ici, il faut avoir des bonnes images avec donc des bonnes conditions d'acquisition et qu'on ne peut pas avoir assez d'observation, on va se dire, bon, on va profiter de l'état de l'art en prenant des modèles de simulation de la BRDF et on peut générer des milliers et des milliers de simulations de réflectance bidirectionnelle sur lesquelles on peut entraîner une architecture d'apprentissage profond et on peut la fine-tuner par la suite sur les observations, les images réelles. Et tout ça se fait tout simplement sans rien télécharger. Donc, on accède aux données avec des scripts, on fait tous les calculs, toutes les simulations avec des scripts, on fait l'entraînement avec des scripts, etc. Donc, c'est un projet en cours. Donc, ça permet de gagner beaucoup d'espace disque et de temps aussi. Un dernier projet, je pense c'est celui de Alfna qui concerne faire un peu la même chose que ce que Samuel fait, Samuel de la Sablonnière, pour la cartographie de l'UQBR, mais de le faire de manière dynamique sur des données PlanetScope avec une cartographie ici dynamique de l'occupation du sol qui entoure les bandes riveraines et donc on propose de raffiner le calcul de l'UQBR. Donc, Projet GeoImageNet, c'est une plateforme de recherche collaborative sur l'application de l'apprentissage profond aux images d'observation de la Terre très haute résolution. Donc, on a défini 180 classes d'objets, 50 classes d'occupation du sol et ça ressemble à ça. Donc, il y a 10 000 km² d'images Pléiades qui couvrent principales villes canadiennes. J'ai presque fini, Khalifa. Avec donc ici les classes, donc on montre les classes d'objets, les classes, de toute façon, je vais mettre un PDF disponible là, sur le site, vous pouvez accéder, voir tout ça en détail. Ce qui est important ici, donc les classes sont inspirées de différentes taxonomies d'observation de la Terre et on va tout simplement annoter les différents objets, les différentes classes et construire une base de données d'entraînement à différents. Donc, la plateforme ressemble à ça. Donc, base de données d'entraînement à différents modèles d'apprentissage profond. Donc, ça, c'est l'interface pour faire les annotations, sélectionner les classes, etc. Et ça, c'est un exemple d'architecture qui sont intégrés. Donc, c'est le CRIM qui a réalisé la plateforme. Là. Donc, c'est un projet de collaboration Université de Sherbrooke, CRIM et aussi EFIGIS et CCCOT.
Et donc, le crime, ils ont une sorte d'emballage de modèle qui s'appelle T-Helper et qui permet donc d'entraîner des architectures sur les données qui sont sur GeoImageNet. Donc, le prototype est disponible en ligne. Il est ouvert aux chercheurs canadiens qui s'intéressent à l'apprentissage profond appliqué à l'observation de la Terre. Et c'est ça, donc on permet d'évaluer les SegNet ou les architectures de classification, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Là, autre application, c'est sûr qu'on peut imaginer plein de nouvelles applications. Donc ça ouvre les portes à beaucoup de nouvelles idées. Ben, il faut évidemment évaluer quelles sont les limites aussi. Donc les opportunités et les limites, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années. Merci beaucoup. Puis je remercie tous mes étudiants là, qui ont travaillé sur ces projets-là, mais aussi les collaborateurs, là, notamment qui financent nos projets. Merci beaucoup. Excellent. Alors, donc, on a du temps pour quelques questions. Alors, merci beaucoup, Yacine, pour ta présentation. Est-ce que vous avez des questions? Eva, j'ai une question. Oui, tu peux lever la main, s'il te plaît. Ouais, mais je ne suis pas obligé de... Attends, c'est bon. Ok, vas-y. Merci. Merci Yacine pour la présentation. J'étais très intéressé là par ce que vous êtes en train de construire, la base de données avec le crime, tout ça, tous les partenaires. Oui. Je me demandais si l'architecture que tu présentais à la fin, est-ce qu'elle fait des convolutions tridimensionnelles pour avoir comme le contexte spatial, mais aussi l'information spectrale. Et je me demandais aussi si tout était développé pour accepter les images qui étaient codées en 16 bits ou en 32 bits, par exemple, parce que beaucoup d'architectures refusent plus de 3 canaux et refusent tout ce qui est plus de 8 bits. Ben, c'est ça le défi dont je parlais tantôt, effectivement. Avoir des images avec des qualités radiométriques, là, de 12, 11, 12 bits, là, c'est très dommage là, de les réduire ensuite à des réseaux qui prennent juste du 8 bits. Donc, ça, c'est un problème. Les multicanaux, donc ça, c'est relativement, c'est faisable, c'est très faisable d'utiliser plusieurs canaux. Mais la question du 16 bits, je ne sais pas. Donc, ça, il faudrait voir avec Samuel Fouché les architectures qui peuvent être intégrées. Ben, c'est sûr que ça va dépendre là, de ce qu'ils font avec leur T-Helper. Mais sinon, n'importe qui peut télécharger la base de utiliser, donc il y a la version 16 bits, la base de données qui sont disponibles, et modifier lui-même les architectures pour les appliquer. Maintenant, les modèles qui sont téléchargeables directement à partir de la plateforme, je ne sais pas encore là, si ces modèles là, sont adaptés donc 16 bits et multicanaux ou non. Mais bonne question. Là, OK, pour le multicanal, là, genre au-dessus de 3 bandes, là, tu n'es pas sûr non plus, là, c'est ça? Je ne suis pas sûr, effectivement. Okay. Je ne suis pas sûr là, si les modèles intégrés présents. Mais c'est sûr là, que ça va l'être. C'est ça l'objectif de GeoImageNet, c'est de développer des architectures adaptées aux données de télédétection. Pour le moment, on a ici des RGB NIR, mais ici, on parle d'extension à d'autres types d'images. Si on veut utiliser des séries temporelles Sentinel-2, ben, il faut pouvoir profiter de toutes les bandes spectrales qui sont disponibles. La même chose pour Landsat 8 ou autre, là. Ou hyperspectral. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Des questions, commentaires? Alors, Yacine, on dit souvent qu'avec l'intelligence artificielle, finalement, il est très difficile de comprendre la physique ou les mathématiques derrière certains systèmes. Alors donc, finalement, on ne peut pas aller plus en profondeur dans la recherche puisque ça ressemble beaucoup à des boîtes noires. Je ne sais pas quelle est ta critique, quelle est ta pensée par rapport à tout ça? Ben, si on peut comprendre comment dire, les différentes couches extraites par les réseaux de neurones,
On peut les visualiser en fait et essayer de comprendre qu'est-ce que ça extrait. C'est sûr que les aspects physiques, là, c'est pas forcément, là, si on fait, mettons par exemple, là, je dis ça comme ça, là, une ACP, c'est efficace mathématiquement pour extraire une information orthonormée là, sur des données, mais expliquer le contenu de des axes principaux, c'est complexe. On peut faire un peu l'analogie ici, là, donc on a des bandes filtres là, qui vont extraire certains types d'informations très utiles là, pour donner un bon résultat final, mais identifier le contenu ou le sens de chaque information extraite, ben ça, effectivement, là, ça fait partie des défis de recherche en télédétection parce que nous, effectivement, on veut aller plus loin là, que juste identifier des images RGB. Là. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Lorsque vous travaillez sur de très longues séries temporelles de données, comment vous faites pour gérer les questions de nuages, par exemple, dans les données optiques? Ben, généralement, il faut enlever toutes les images là, qui sont affectées par les nuages. Bon, il y a des méthodes aussi d'apprentissage profond qui peuvent mieux identifier les ombres des nuages. En fait, les nuages, c'est relativement facile, mais c'est les ombres là, qui sont problématiques à identifier. Et si on laisse une image avec des ombres, là, c'est sûr que ça va créer des artefacts là, dans l'analyse de la série temporelle. Ça va créer des problèmes. Donc, il faut tout simplement rejeter les images affectées par les nuages, surtout par les ombres des nuages. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une phase de pré-traitement qu'il faut faire d'abord pour bien nettoyer les images avant de les soumettre au réseau de neurones, c'est ça? Absolument, tu as raison. Donc ici, excellente remarque, là, parce qu'on a beau automatiser certaines affaires. Là. Attends, je vais montrer peut-être ici là, ce que fait Guillaume, mettons, là, identifier les images à travers une aire d'intérêt, une période d'intérêt. Ben, si on se fie sur un canal, mettons le canal qualité des Landsat ou des Sentinelles, ben, c'est facile là, de manquer ou d'intégrer des images contaminées par des nuages. Là. Donc oui, tu as raison qu'il y a une limite à l'automatisation. Donc il y a un contrôle de qualité visuelle qu'il faut toujours garder en tête. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires pour Yacine? Donc, apparemment, non. Donc, il ne me reste qu'à te remercier, Yacine, pour cette excellente présentation avec des projets très, très diversifiés. Alors, donc, ça nous permet de voir un peu toute la panoplie d'applications potentielles. Et ça ne finit pas. Il y a toujours plein d'applications possibles. Alors, donc, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, donc, merci à toute l'audience. Et donc, j'en profite pour vous souhaiter une excellente période de fête et un retour en pleine forme en 2021. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Hey, merci Yacine, merci Khalifa. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon temps des fêtes. Merci beaucoup Nicolas pour toute cette organisation très efficace. Ça fait plaisir. Excellent. Salut Yacine, merci. Merci Linda. Ouais, merci Yacine. Plaisir. Okay, bye.